Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois un duo, Walter Astral. Bonjour Tristan, bonjour Tino, comment allez-vous ? Ça va super. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Bah ouais, trop content d'être sur ces ondes. Alors, on va évidemment parler de votre actualité, notamment de Jour, qui est le premier volet de votre futur album qui s'appellera L'Éclipse. Mais avant ça, j'aime commencer cette émission par une question, par vous demander quel est votre premier souvenir lié à la musique dont vous vous souvenez ? Ensemble ou dans nos vies en général ? Non, dans vos vies en général. Oh waouh. Alors, moi, c'est un truc super mystique. C'est que je me déguisais en espèce de vieille chamane avec ma mère. On fermait les rideaux et on mettait du Ravel dans le salon et on essayait de faire des espèces d'incantations dans le salon. Voilà. C'était, je sais pas si tu vois la figure du vieil homme qu'on voit dans l'album de Led Zeppelin, Oui. L'album 3 ou 4, je crois, l'espèce d'ermite, là. Vraiment, c'était ça, mon ambiance. Mercredi après-midi, 16h, je me souviens vraiment de moi sur du Ravel, déguisé en vieille chamane, avec ma mère. C'est génial. Ouais. Ça va être beaucoup plus simple. Je pense que c'est mes premiers cours de guitare avec mon père qui m'apprend à jouer Et moi de Jacques Dutronc et de savoir faire ces 3 accords. J'étais genre waouh, c'est incroyable. Je sais faire de la musique. C'est très cool aussi. Oui, c'est très simple. Et comment est-ce que la musique est entrée dans vos vies ? Donc, toi, plutôt par ton papa, peut-être ? Oui, mon père mettait de la musique absolument tout le temps dès le matin et beaucoup de musique de film. Donc, j'ai vraiment été très plongé dans, que ce soit les BO de Star Wars, de X-Files, voilà. Donc, dès le matin, c'était très en musique. Donc, ouais, je pense que mon père a pas mal participé à ça, ouais, à être attentif à genre c'est quoi cette BO là, elle est super et tout. Ça c'était le film de SF des années 80. Voilà, c'est très connecté via ça, je crois. Et toi, du coup ? La musique de Banda aussi, hein. Comment ? La musique de Banda aussi. De Banda, ça, ouais, beaucoup de Banda. Ça, mon père est un grand fan de la Pitchouli et de toute la compagnie orchestique. Il y a aussi ça qui fait partie de mon ADN musical, bien sûr. Oui, la fanfare. Parce que moi aussi, parfois, maintenant, je me fais réveiller le matin avec la musique de Banda ou la musique de X-Files ou de films. Bien sûr. Ouais. Je suis un peu rentré dans ce quotidien. C'est vrai que mon père peut vraiment faire une session, on va être à table et manger sur une musique hyper angoissante. Genre, on laisse tourner une BO vraiment de film d'horreur et on mange en étant très joyeux. Ça fait partie du quotidien, ouais. Là, moi, ça vient de. Je sais que à 2 semaines de mon accouchement, de ma naissance, ma mère était à un concert de Faith No More, qui est un groupe de métal. Donc j'étais déjà un peu dans le bain de la musique avant même de connaître l'oxygène. Et donc j'ai grandi dans une famille de mordus de musique, ouais. et assez punk, donc c'était cool. Voilà, j'ai très vite écouté de la musique, du rock dur et du Ravel, du coup. Vous avez quand même deux univers musicaux complètement différents, déjà, à partir de vos parents et de la manière dont vous avez été élevés. C'est ouf. Ouais, après, il y a des connexions forcément dans le rock. Je sais que nos 2 pères, ils connectent à fond sur certains groupes, genre Alice Cooper, le rock psyché des années 60-70, Pink Floyd, tout ça. Donc, il y a des connexions, mais c'est vrai qu'après, ils ont chacun leur style et ça qui est fun, ouais. C'est vrai. Et toi, du coup, pour parler un petit peu plus de vous et accélérer un peu le temps, Tino, toi, tu es chanteur. Tu es aussi le chanteur du groupe Polycool. Oui. Tu commences à chanter à quel âge ? Bonne question. Je crois qu'on chante tous dès qu'on sait parler un peu. Hein.
Je sais que c'est un peu deep, mais non, mais c'est vrai que je pense qu'on touche tous au chant et ça met un peu. En fait, Polycool, c'est une très vieille affaire de copains. On a ce groupe depuis qu'on a 14 piges et en fait, j'ai chanté dès ce moment-là où en fait, je savais pas particulièrement chanter et j'ai juste utilisé mes cordes vocales parce que voilà, il fallait un chanteur et on chantait tous et progressivement en fait, j'ai juste pris des cours de chant parce que ça m'intéressait de creuser ce truc quand même. Voilà. Et tu trouves que c'est important de prendre des cours de chant ou on peut se débrouiller par soi-même ou c'est plus compliqué? Y a pas de règle, mais c'est quand même un moment, même physiquement, je pense que c'est important de savoir ce qui se passe dans ton corps et comment bien utiliser ton corps pour bien chanter. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de vrai programme de chant. Je pense qu'il y a des gens qui ont parfois aussi des facilités avec leurs cordes vocales incroyables et donc pas besoin spécialement de cours, mais c'est mieux de savoir utiliser son corps parfois, de savoir ce qui se passe, quel muscle réagit à quoi et comment bien se positionner, comment avoir de l'endurance. Mais bon, si vous voulez chanter de vous-même, faites-le. Il n'y a pas de honte. Je pense que quand tu passes le stade où tu deviens chanteur, quoi, et que tu chantes dans des records ou sur scène, c'est de prendre des cours va être quand même... Enfin, moi, je trouve ça rassurant. Tu as l'impression de savoir peut-être un peu plus, juste pour toi-même. Peut-être que ça t'a pas fait progresser, mais tu te dis, ah, ok, j'ai un peu compris de quoi ça parle quand même, parce que genre. Ah ouais. C'est quand même assez mystérieux enfin, il y a des trucs que je trouve assez mystérieux dans la prise de respiration, savoir réussir à le faire sur scène, tenir des longues phrases en chanson. Il y a un truc où je pense que ça rassure un peu. Moi, j'ai vraiment eu un avant-après mes cours de chant, ça c'est sûr. C'est en termes de confiance et en termes de plaisir aussi avec mon corps où je savais ce qui se passait, je maîtrisais mieux mon instrument. Justement, en parlant d'instruments, tu n'as pas que ta voix, tu fais aussi de la guitare. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je fais de la guitare et du banjo. Est-ce que c'est quoi la différence? Est-ce que il y a au-delà du son, tout ça, est-ce qu'il y a une différence dans l'apprentissage entre un banjo et une guitare? Alors, à savoir que le banjo que j'utilise dans Walter Astral est accordé comme une guitare, donc pas de panique pour moi. J'ai rien eu à apprendre et en vrai, tant mieux parce que finalement, c'est un peu ce que je disais avec le chant, c'est que j'ai pas trop de complexe là-dessus. J'avais pas envie de me lancer dans la compréhension d'un tout nouvel instrument, mais effectivement le banjo, le vrai banjo original, celui de la country de façon générale, il est grave différent. Non, là c'est un banjo guitare, donc c'est exactement pareil, sauf que le son est pas pareil. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers le banjo? Eh bien, c'est notre grande résidence avec Tristan à Banon, donc chez son père, entre deux musiques de film et de banda. On faisait de la musique chez son père dans le Berry. Et on a un peu expérimenté avec tous les instruments sur place parce qu'on avait du temps et que donc son père avait lui-même fait de la musique, donc du coup on expérimentait un peu avec tout ce qu'il y avait sur place et un jour on est tombé sur ce vieux banjo et on s'est dit mais ça sonne grave quoi. Voilà. Et toi Tristan, on te connaît aussi sous le nom de Zaspero. Yes. Et toi en fait tu fais plutôt les instruments, en tout cas tu as toujours un peu une machine avec plein de boutons. Oui, c'est vrai, c'est un peu passion bouton, passion potard. Le projet d'Aspero, il est vraiment né de l'idée d'avoir des petites machines que je pouvais trimballer partout avec moi pour faire des jams un peu n'importe où et qui me permettaient de faire des morceaux complets, quoi. Donc j'ai toujours bien aimé le concept d'avoir des espèces de boîtes à blip-blop hyper polyvalentes, quoi. Et donc c'est un truc qui me passionne pas mal. Et effectivement, c'est ça mes instruments, c'est ces petites machines là. Et comment est-ce que, pour expliquer un peu aux personnes qui nous écoutent, comment est-ce que tu crées tout ça? Parce que c'est vrai qu'on voit des boutons, il y a quelque chose qui sort, mais il y a un travail en amont quand même.
Ouais, bien sûr. Alors, toutes les machines ont leurs particularités, mais de manière générale, c'est de rentrer un échantillon de son, un son que j'ai par exemple enregistré sur un synthétiseur ou quoi, et de le rentrer à l'intérieur, et là de faire en sorte que cette machine va le triturer pour donner une nouvelle sonorité. Donc c'est souvent un travail on prend d'un son très simple, on va essayer de le rendre super chelou via ces machines qui permettent souvent en fait c'est comme elle qui donne de l'inspiration, tu vois. Tu arrives sur cette machine et c'est elle qui va te proposer quelque chose parce que elle a une manière de réfléchir le son qui n'est pas celle que toi tu aurais. Et du coup, souvent, c'est un peu un espèce de travail de ping-pong entre, OK, qu'est-ce que tu vas me faire avec telle sonorité? Et elle va me rendre quelque chose de super différent. Je le prends. Des fois, je le prends pas parce que c'est horrible, hein. Faut quand même être là pour faire un choix. mais la machine, elle a un peu ce plaisir-là de proposer des trucs, nouveau quoi ou du moins auquel t'aurais pas pu penser, je pense. Et puis ouais, dans le projet Walter Astral, il y a un peu ce truc où nos deux univers qui sont assez différents peuvent se retrouver avec ces machines où par exemple je vais enregistrer une guitare de Tino qui va sonner très naturelle, très acoustique, et une fois que c'est rentré dans les machines et modifié, transformé, ça peut devenir un tout autre son. On a même l'impression que c'est un son de synthétiseur tellement ça a été, c'est autre chose, quoi. Et du coup, ce chemin-là, il nous amuse fort, quoi, de réussir à créer des sonorités nouvelles avec quelque chose d'assez acoustique. Et quand tu enregistres des sons, c'est toujours des instruments ou ça peut être des sons de la vie? Oh non, ouais, souvent avec mon iPhone, hop, je vais aller enregistrer un bruit de plantes, de vent, des fois le bruit du feu, Les abeilles. Les abeilles, ouais, non, en vrai, le field recording, c'est-à-dire d'enregistrer vraiment la nature environnante, c'est un truc où je trouve que c'est super agréable de travailler cette matière-là. Enfin, agréable, ça donne tout de suite quelque chose qui rappelle autre chose que le son final, tu vois. Encore une fois, ça va pouvoir modifier, voilà, on va taper des percussions sur un arbre, et puis après, ce son-là va devenir un son je sais pas, hyper techno, c'est possible, quoi. Et c'est ça que je trouve rigolo. Ouais. Effectivement, on prend plein de sons aussi environnants. Et tu le disais, Tristan, vous avez deux mondes qui semblent assez lointains et pourtant vous décidez de former un groupe. Et effectivement, quand vous expliquez, on sent qu'il y a aussi des similitudes. Comment est-ce que vous décidez tous les deux de former un groupe? Et d'ailleurs, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés amicalement il y a bien longtemps, quand nous étions à Berlin avec des amis. On s'est rencontrés au Trésor, dans un club berlinois qui à l'époque nous acceptait quand on avait en dessous de 18 ans, et c'était du coup la Maxi Teuf. Ouais. Et après, on s'est suivis pendant presque 10 ans. 10 ans. Hein. Fastoche. Ouais, avec nos projets respectifs. Moi, je suivais Polycoup qui s'appelait Avant Abraxas, et on se suivait. Et la rencontre musicale s'est faite durant les confinements, où après le premier confinement qu'on a vécu chacun de son côté sur Paris, on avait fait un premier morceau qui s'appelle Velvet Woman. Moi, j'avais fait l'instrumental et je cherchais quelqu'un pour chanter dessus, et j'avais pensé à Tino. Je lui ai envoyé le morceau et 24 heures après, il m'envoyait les voix, et on a fait ce morceau qui est sorti et tout, qui existe. Et c'était ça notre première collaboration, sans même avoir passé du temps ensemble dans un studio ou quoi. Ouais. Et du coup, de là, ça nous a donné envie de peut-être essayer de jammer ensemble. Et donc, je l'ai invité entre les deux confinements. On a fait des premiers petits moments à la campagne où j'avais installé mon studio de fortune chez mon père à l'époque. Enfin, qui est maintenant notre studio officiel, qui est du coup dans le Berry. Et là, le deuxième confinement est tombé, et puis on s'est dit, viens, on vit ensemble pendant ce mois-ci, sans avoir de projet musical derrière la tête, mais juste on savait que c'était un endroit où on allait être bien tous les deux pour faire du son, chacun de son côté à l'origine. Et petit à petit, voilà, on s'est retrouvés à faire du son ensemble, et le premier morceau, Le Feu, qu'on a fait, est né de cette session. Le jour où on a rencontré notre banjo qui s'appelle Banji, est né le morceau Le Feu, et en fait, de là, il y avait un espèce de truc... waouh, il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu un peu de la magie durant ce jam-là. Et l'idée du groupe, ce qui est marrant, c'est qu'on avait... en vrai, c'était tellement juste du plaisir, sans obligatoirement d'ambition d'en faire un projet ou quoi. On était juste genre, c'est cool, on a jamais, c'était sympa. Mais c'est par la suite Luc, qui est notre manager et qui s'occupe de notre label, qui est tombé sur la démo du Feu, et qui nous a dit, mais...
mais yo, c'est super ça, vous voulez pas faire un groupe? Et on était genre, ah ouais, putain, on n'y avait pas pensé. Alors ça fait 3 mois qu'on vit ensemble et qu'on fait du son ensemble, on n'y avait même pas pensé à faire un groupe. Et de là, bim, quand on a eu ce premier morceau, ça a enchaîné par la suite avec ce projet, quoi. Donc c'est devenu plus sérieux dans nos têtes. Et ouais. Enfin, plus sérieux. Toujours le fun, c'est toujours le fun. Mais c'est sérieux, c'est du fun sérieux. C'est du fun, ouais, c'est du fun sérieux. Et justement... Je sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Si, bien sûr, si. mais je voulais aussi savoir pourquoi avoir choisi ce nom de groupe, parce que c'est vrai que un nom, c'est... Ah non, est-ce que vous avez galéré à trouver ce nom? Parce que on se dit que... Enfin, je sais pas, moi, je me dis que trouver un nom qui n'est pas le tien, enfin, qui n'est pas comme tu t'appelles depuis toujours, ça doit être dur de finalement se créer une identité, quoi. Ouais, ça a été difficile. On a failli s'appeler Audrey Horne, d'ailleurs, à savoir. C'est le nom du personnage dans Twin Peaks, qui est un personnage incroyable. Ultra mystique. Ultra mystique, parce qu'elle fait une danse à un moment, on était genre, ok, vas-y, go, on s'appelle Audrey Horne, et après on se dit, je sais pas, c'est un peu trop référencé, on va vraiment être bloqué dans le délire Twin Peaks, et donc, ça nous a pris vachement de temps de trouver ce nom-là. Mais finalement, c'est une apparition qui est devenue soudainement évidente. Évidente, vraiment. C'était le 14 mai 2020, ouais. 2021, ouais. On était en haut du mont Ankara. Et là, dans les feuilles, il y a une espèce de bruissement qui s'est fait. Ça a fait une forme de barbe. C'est vrai. Et ouais. Et là, toutes les brindilles autour du buisson ont juste écrit toutes seules Walter Astral. Donc là, on était... Bon, ouais, c'était de toute évidence, fallait y aller, quoi. Ouais. Il n'y avait plus de questions à se poser. C'était super. Ouais. J'adore vos histoires. J'ai l'impression que vous me contez une histoire en parlant de vous, c'est génial. Bonne nuit. Non, mais pas dans ce sens-là, mais tu sais, des fois, quand on raconte des choses, c'est hyper intéressant et c'est ce qui est aussi votre musique, finalement, ce que vous dites là, c'est aussi ce qui se passe quand on vous écoute, en fait. Ah, cool. Trop bien. Et est-ce qu'on peut dire aussi que vous aimez, et en tout cas que Walter Astral est aussi quelque chose d'assez onirique, et il y a aussi un peu d'absurde parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de dessins. Est-ce que ces deux choses-là font aussi ce que vous êtes et votre identité? Oui. Et inversement. Ouais. Notre identité fait qu'on produit ce genre d'univers autour de Walter Astral et Walter Astral crée notre identité aussi empiriquement, mais ouais, on est fan de l'absurde. On est des mordus des mordus de Quentin Dupieux. Ouais, clairement. Ouais. Par exemple, lui, c'est vraiment, je trouve, des univers qu'il arrive des capsules d'univers qu'il arrive à créer qui se tiennent, où c'est des réalités en elles-mêmes à chaque fois et où tout est rationnel alors que c'est un monde complètement. Enfin, mais tant qu'on dit que ça existe, c'est ça qui est cool. Et j'ai l'impression, que ça nous inspire beaucoup aussi de pouvoir poser un univers comme ça et puis c'est comme ça, quoi. Tant que. Ouais, non, ouais, totalement. Et je pense que ce contexte qu'on a créé ou qui maintenant pour nous existe pour de vrai, tu vois, de tout ce délire un peu Eric Fantasy où on crée des créatures dont on écrit des chansons dessus et tout, c'est quand même, il y a quand même un truc où on est à fond dans notre délire, ça nous offre presque j'ai l'impression que c'est pas des contraintes, quoi. C'est au contraire un truc où ça nous aide à créer des choses et à se mettre dans un mood inspirant, quoi. Mais oui, l'absurde fait carrément partie de notre process. Je pense qu'à chaque fois qu'on essaie de faire une vidéo, on se met en scène dedans. Ouais. Souvent très absurde. Et comment est-ce que vous travaillez vos chansons, parce que vous en avez un petit peu parlé en évoquant le feu, mais comment est-ce que vous vous posez d'une certaine manière ou c'est tout hyper instinctif quand vous créez?
J'ai l'impression que c'est assez aléatoire de track en track. Par exemple, Le Feu, comme on t'a dit, c'était un truc où il y avait rien de prévu à la base. On a vraiment jammé ensemble pour le plaisir de la musique et pour le plaisir de créer un morceau ensemble. Donc sans vraiment d'objectif derrière. Ensuite, c'est vrai que quand on a créé l'EP Hyper Druide, on avait entre guillemets plus d'objectifs, mais ça restait assez instinctif parce que justement, comme Tristan disait juste avant, on avait mis en place en parallèle l'univers de Walter Astral où on savait pas non plus trop musicalement où on allait, mais en tout cas on savait ce dont on voulait parler, le nom des chansons. Donc en fait très rapidement on avait ces espèces de canaux de création qui étaient super inspirants quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est vrai qu'on a ce réflexe de vouloir se créer un cadre général qui va être l'objet terminé, disons l'EP ou l'album. Et à l'intérieur, on sait presque déjà les titres qu'on voudra mettre à l'intérieur. Par exemple, les titres de chansons sont souvent déjà présents sans qu'il y ait encore la musique obligatoirement. Mais on a déjà ça qui nous inspire. On a comme ce cadre qui va être ok, on doit faire un morceau qui s'appelle L'Aube. On a envie de faire un morceau qui va parler de l'histoire du lever du jour. Voilà, ça, on part déjà de ce thème-là. Et bah au final c'est hyper inspirant après. Même si on n'a pas encore la mélodie ou quoi, après on va jammer, on va avoir plein d'idées, plein de morceaux, des petits bouts de trucs, et d'un seul coup on se dit celui-là je le sens bien pour tel titre. Et du coup on va le travailler dans cette direction-là. Et en parlant de L'Aube, par exemple, c'est Tino qui a laissé appuyer sur une touche de synthé un drone qui faisait et il a commencé à faire une guitare acoustique dessus. Et on s'est dit oh là là il y a un truc là. Là ça sent l'aube là. C'est le début. Il y a un truc qui nous fait ressentir le début de quelque chose. Et toc, c'était bon. Hop, après une fois qu'on a ce début d'idée, on fonce dedans. Et en termes de composition, je crois que souvent on a un peu ce truc qui revient de faire des morceaux aventure, morceaux voyage où des fois on se dit là sur celui-ci, on sait pas où on va atterrir, mais on y va et on verra bien où ça nous mène. Si le morceau il dure 10 minutes, c'est super, c'est pas grave. On n'a pas cette limitation de se dire on a envie d'avoir une structure posée ou quoi. Au contraire, on va foncer vers l'inconnu et c'est ça qui va nous amuser. Et du coup, des fois, les sessions de composition, on parle de L'Aube, ça nous a pris, on a mis bien 2 semaines, un mois en tout, dont 2 semaines que sur ce morceau, à vraiment pas savoir où on allait aller, mais ça nous plaisait. Petit à petit, toc, on venait de rajouter 40 secondes, on était genre, c'est incroyable cette phase, là on l'avait pas prévu. Il y a des violons hyper cinématographiques qui viennent d'arriver. Ok, c'est quoi la suite? La suite, on va faire un truc abstract avec un banjo qui vient enfin voilà, on s'amuse quoi. Mais c'est ça, on a tous les deux un rapport très particulier à l'image et je pense que Tristan et moi on a vraiment tous les deux beaucoup travaillé l'image et l'esthétique et en fait, il y a ce truc où justement par exemple dans les chansons de voyage mais même dans les morceaux plus pop on essaie, c'est une sorte de feuille de route de ces chansons-là où visuellement, en tout cas, sonoriquement, on essaie de synthétiser les deux avec des espèces d'images très fortes où, comme je disais, on voit tout de suite l'aube arriver quand on a ces sons-là, on a ce moment cinématographique et en fait, c'est presque du storytelling de cinéma, quoi, où voilà, il y a des successions d'images, ici en chanson, mais voilà, ça nous aide beaucoup aussi ça dans la compo quoi. C'est important pour nous en fait de voir ces moods là de track. Justement, vous parlez de composition et c'est vrai qu'il y a certains morceaux, notamment dans le jour dont on parle aujourd'hui, où vous chantez pas, où il n'y a pas de paroles. C'est un vrai parti pris aussi de faire de la musique sans besoin toujours de paroles. Ah ouais, trop important. Ouais, c'est hyper important pour nous voilà, encore dans ce truc de il faudrait faire que des tracks qui passent à la radio, donc il faudrait que ça dure 3 minutes 30 et qu'il y ait un refrain hyper entraînant. C'est quelque chose qui nous rebute un peu, où on va plutôt réfléchir la chose à l'envers,
pas à l'encontre, enfin, même s'il y a des morceaux pop qu'on adore et c'est pas un problème, mais je pense qu'en tout cas ça nous fait du bien de se dire qu'il y a un endroit dans notre pays où on va pouvoir totalement s'exprimer que au travers de la musique en tout cas, et que ce soit une histoire racontée que au travers de sonorités, où la voix n'a pas besoin de raconter d'histoire ou mettre une thématique, où elle se suffit à elle-même déjà musicalement. En vrai, c'est toujours un peu un défi quand même, parce que ça devient des morceaux des vrais morceaux, quoi. Ouais, enfin, c'était une grosse aventure de faire. On parle encore de l'Aube, du coup, qui est vraiment ce morceau instrumental de 9 minutes, quoi. Mais c'est un plaisir incroyable. Moi, c'est l'un des morceaux dont je suis le plus fier que j'ai fait. Donc c'est beau, quoi. C'est cool. Mais c'est une super bonne question, cette question des paroles. En fait, moi j'ai la sensation que le spectre musical, il est excessivement large et qu'en fait, la bulle dans laquelle se trouve la musique chantée, elle est relativement petite quand on pense à la musique électronique, quand on pense à la musique ambiante, à la musique psyché, ou même juste à la musique entre guillemets savante, mais qu'on parle de classique, quoi. En fait, la présence de la voix et des paroles, c'est quand même assez rare. Alors c'est vrai que nous, on se présente comme un projet pop, donc effectivement, c'est quand même mieux de raconter une histoire et de chanter. Mais ouais, je crois qu'on est tous les deux aussi attirés par juste aussi la musique dans son sens très large, et donc créer des morceaux aussi qui s'adaptent pas spécialement au format pop, et ouais, un peu expérimenté, parce que on est tous les deux, je pense, trop fans de musique pour faire que simplement on est des explorateurs, quoi. On aime bien un peu chercher ça, voir toutes les limites de la musique, pas simplement se cantonner à justement un truc où on nous attendrait particulièrement. Et vous l'avez évoqué, en 2021, vous sortez votre premier titre qui s'appelle Le Feu, et il sera suivi quelques temps plus tard par L'eau. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de commencer par parler des éléments dans vos premières musiques ? Parce que ça nous semblait assez logique quand on a commencé à écrire Le Feu. Ouais. Et que donc Luc nous a dit, mais créez un projet, les gars, ça va être super. Tristan est assez vite venu avec l'idée de parler des éléments, parce qu'on construisait justement toute cette notion de druidisme et de mysticisme autour de notre musique, et ça nous a semblé super logique de fabriquer toute cette histoire autour des éléments, et même, comme on disait tout à l'heure, de penser nos compositions par rapport à ces thématiques-là. Encore une fois, un espèce de cadre qui est plus inspirant que bloquant, et on avait juste un morceau, c'était Le Feu. En fait, ça coulait vraiment de source, de se dire, on va aller voir, on va faire les autres éléments, du coup, pourquoi pas aller s'amuser à aller voir les autres éléments, quoi. C'était très naturel, hein. J'aime bien la manière dont vous écoutez votre instinct, c'est dingue. Pour suivre encore un petit peu plus votre parcours, en 2022, vous êtes repéré aux Inouïs du Printemps de Bourges. C'est une étape importante pour vous. Vraiment super importante. Ça a été. Déjà, c'est notre premier concert. On avait sorti qu'un morceau à ce moment-là, et on prépare ce concert des auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. C'est donc pression maximum quand même. On était on n'est jamais monté sur scène, et la première fois qu'on le fait, c'est devant tout le jury et voilà, quoi. Et finalement, ça s'est super bien passé. Du coup, on a été pris, et après cette aventure, elle a été ça a été intense. C'est un souvenir hyper intense, de rencontrer d'un seul coup plein d'autres gens qui sont aussi des artistes émergents. Déjà, c'était incroyable de se dire, waouh, on les rencontre et on parle avec eux, et on est tous dans cette même situation qui est hyper excitante et à la fois très nouvelle pour nous tous, parce que c'était d'un seul coup, la vie s'est hyper accélérée quand même. On était dans un rythme où on composait tranquille à la maison, à la campagne, et on savait pas trop où ça allait. Et d'un seul coup, on est en festival avec plein de gens qui nous posent des questions sur notre projet, c'est une espèce d'accélération incroyable. Et puis
c'est aussi ce moment-là où on a rencontré tous nos partenaires qui sont encore notre petite famille avec laquelle on évolue maintenant. Et donc, c'est un moment hyper important pour le futur du projet, quoi. D'un seul coup, on avait des gens qui étaient avec nous et on n'était plus que tous les deux à pas savoir où on allait. On était une équipe, quoi. Après cette aventure des Printemps de Bourges. Donc ouais, c'était fou, c'était incroyable. En même temps, sacré festoche. En même temps, tout le monde connaît les Printemps de Bourges, quoi. Ouais. Enfin, moi perso, j'étais un peu paumé. Hein. Je savais pas ce que c'était jusqu'au moment où je me retrouvais dedans. Et j'étais genre, ah ouais, c'est énorme en fait. C'est ici que tout se passe. Ok, c'est cool. Et je le disais, donc vous avez sorti la première partie de votre futur album. Cette première partie, elle s'appelle Jour et elle est disponible sur toutes les plateformes. Je vous propose qu'on écoute le titre Mirage et on en parle juste après. Super, la bombe. Serait-ce un mirage que j'aperçois en toi?
C'était le titre Mirage de Walter Astral. Tristan, Tino, vous êtes avec moi pour cette émission. Quand on écoute le titre, on se croit dans un désert. Ah, C'était l'idée. Hein. c'était l'idée. C'était l'idée. Comment il est venu, Mirage? C'est quoi le tout début? C'est... Ah, je me souviens de la mélodie du refrain. J'étais en train de marcher autour d'un lac. Je m'étais fait 3 jours de voiture seule et c'était incroyable. Je me faisais une petite rando autour d'un lac et j'écoutais juste l'instrumental qu'on avait fait, un tout petit bout. Ça durait 40 secondes, genre. Ouais. Et puis je sifflote cette mélodie. Je me dis, oh putain, c'est catchy. Et je l'ai proposé à Tino, du coup, en retour de ces vacances-là. Non, je t'ai rejoint sur ce lac. Ah mais non, tu m'as rejoint, c'est vrai. Le lac du Parlio. Eh ouais, c'est vrai, tu m'as rejoint. Et oui, après on a fait des vacances ensemble. Après on a bouffé un aligot au bord du lac. Ah bah ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as accueilli avec l'aligot. Voilà, c'était super. C'était une soirée, hein, franchement, super romantique, coucher de soleil, petit aligot lac. fait avec le réchaud, hein, du coup. Et on a réussi Quelle à le classe. faire. Hein. Ambiance C'était super camping, bon. aligot camping. À druidisme, 100%. Ah ouais, vraiment. Avec des pommes de terre entre les dents, c'était super. C'était génial. Et Et là, voilà. voilà, je propose la mélodie et il était chaud et après ça a foncé. Une fois qu'on avait ça, on a fait une session du coup dans notre studio où ce thème du désert, du coup la chaleur qui commence à nous faire apparaître des mirages, nous parlait aussi de comment peut être perçu les gens et l'amour en général aussi, La passion. la passion qui nous fait vraiment avoir un voile devant les yeux, comme on dit dans le track, quelque chose où on tombe amoureux d'une image plutôt que de la réalité, par exemple, ou alors d'être charmé par une personnalité que tant qu'on la connaît pas vraiment, on est sur quelque chose qu'on imagine plus qu'on ne connaît, quoi. C'est ça. Et donc la thématique du mirage nous a plu parce que ça mixait encore une fois, voilà, le désert, une aventure un peu presque cinématographique où on est perdu dans le désert, etc. Et aussi quelque chose du sentiment humain où on se fourvoie soi-même parce qu'on est trop fan de quelque chose, quoi. Vous l'évoquez souvent et vous l'avez dit beaucoup de fois. Vous considérez un petit peu comme 2 druides. Et c'est vrai qu'on connaît tous un druide qui sort d'une BD. Est-ce que vous, votre image des druides, elle est proche de cette image qu'on connaît tous ou pas du tout? Je crois pas trop, non, pas trop. Alors qu'on adore la BD et qu'on a tous les deux des parents qui sont fans de BD. On respecte, hein, grand druide, mais je crois qu'on voit le druide Plus comme Gandalf. Hein. Ouais, plus comme un magicien. Tu vois Gandalf du Seigneur des Anneaux. Enfin, je pense. Il y a des gens qui c'est vrai, Gandalf le gris, Gandalf le blanc. Plutôt Gandalf le gris d'ailleurs. On est plutôt dans sa période grise. Où il est encore connecté avec les choses très réelles du monde, quoi. Enfin, c'est et puis ça nous arrive souvent de voir quelqu'un et se dire il a un truc de druide. C'est un truc. C'est une aura, hein, c'est une aura de druide. Mais effectivement, mais parce que ils sont mignons, panoramiques, tous les druides d'Astérix, du Derzo, mais c'est vrai que là on est plus connecté à un truc plus entre guillemets plus concret, quoi, du chamanisme, de cette proximité de la nature, de cette philosophie d'être conscient que chaque être vivant, un arbre, ça a autant d'importance qu'un humain, que faut écouter son environnement et pas que Babylone. Ouais, c'est aussi simple que ça en vrai. Hein. C'est vraiment un truc qui nous inspire par sa simplicité aussi, qui est connecté aux éléments, connecté à ce qui se passe. C'est ça. Spiritualité personnelle. On peut trouver son temple un peu partout dans la nature, mais même en ville, en vrai, on peut trouver ces petits buissons, avoir son petit buisson sacré à soi. Et vous l'évoquiez aussi, en parlant de votre identité graphique de manière très générale, elle est basée sur l'illustration.
plutôt que finalement sur vous. Enfin, c'est pas vous sur les pochettes, c'est un dessin. Et même dans les clips, il y a c'est de l'illustration. Pourquoi avoir choisi l'illustration plutôt que de vous montrer? Parce que c'est vrai que maintenant, à l'heure où on évolue, les réseaux sociaux, tout ça, l'image, l'identité graphique est importante et souvent les gens se mettent en scène finalement. Et vous avez choisi l'illustration. Je l'ai jamais vu comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Bah, je pense que déjà nos pochettes, le fait que ce soit un dessin, déjà ça c'est quand même c'est des pochettes que Tino dessine, donc ça coule. Enfin, je trouve que c'est encore plus fort en termes de représentation de notre imaginaire, un dessin, qu'une photo de nous qu'on aurait essayé de faire rentrer dans notre univers. C'est marrant comme question. Est-ce que c'est vrai qu'on aurait pourquoi du comment, je crois que c'est que ça nous plaît énormément. Ouais, c'est notre encore une fois notre esthétique, mais j'ai l'impression que en fait déjà sur je vais lancer le mot, mais sur nos réseaux sociaux on donne beaucoup d'images oui, c'est ça, on proposait déjà des images réelles de nous et que en fait sur le support physique qui est la pochette d'album ou même le vidéoclip, je sais pas, c'est un vrai choix esthétique. Effectivement, on aurait pu choisir de se montrer, mais effectivement ça coulait plus de sources de partir sur du dessin. Et puis, ça colle vraiment avec cette ambiance de druide, j'ai l'impression. Un truc très analogique, quoi, très acoustique. Je sais pas. Acoustique. Ouais, je sais pas. Mais ouais, ça raconte une histoire encore, comme on en parlait. Nos morceaux, on aime bien raconter des histoires et que ça nous plonge dans un univers. Et effectivement, ces pochettes, ça nous... On essaie de faire quelque chose qui représente le mieux ce qu'on a voulu dire au travers de tout l'EP, et effectivement une photo de nous, ça n'aurait pas été aussi fort de notre point de vue qu'un dessin qui est souvent en plus dans nos deux EP, ce sont des visages qui sont entremêlés en un seul visage. Ça veut tout dire, quoi. Enfin, ça représente exactement ce qu'on essaie de raconter dans notre musique, qui serait très très difficile à mettre en image, en photo. Enfin, ce serait possible, ce serait une réflexion, mais je crois que c'est pas la DA. C'est pas notre DA, ouais. C'est un truc ça nous touche plus, un dessin. Pour l'instant, après peut-être ça changera et qu'après on fera des gros plans de nos visages et qu'on sera hyper content. Mais pour l'instant, en tout cas, dans tous nos premiers projets, c'est ce qui nous parle le plus. Ouais, il y a un rapport au symbolisme aussi où en fait à travers un dessin tu viens synthétiser aussi une idée peut-être plus franche, qui est peut-être moins intéressante, peut-être qu'on trouve ça moins intéressant de mettre nos visages en avant et de plus simplement transmettre une idée assez synthétique de genre de ces deux visages mélangés qui ont un peu une dégaine de druide. Peu importe que ce soit le visage de Tristan et Tino, mais ce symbole-là, quoi, ce signe, cette signalétique de Watch Out, Druid Album. Mais ouais, on adore le dessin aussi, voilà. Ça fait partie de vous aussi. C'est ça. Alors, Jour n'est qu'une première partie de votre futur album qui s'appellera L'Éclipse. Pourquoi avoir choisi de présenter l'album en plusieurs parties comme ça ? Alors, il y a eu à l'origine, on s'est dit ok, on se lance dans un album et on va sortir un album d'un coup, et on s'est rendu compte que en fait la thématique de l'album on voulait déjà faire un album concept où il y allait avoir donc deux parties qui allaient être le jour et la nuit, et c'est dans ce concept-là, on s'est dit si on fait ça, on va un peu disparaître pendant longtemps, le temps de finir cet album, parce on prend pas mal de temps pour finaliser les choses et on aime que ce soit genre bien fait. Et on s'est dit en vrai, est-ce que si on les séparait,
ça nous permettrait pas de encore finalement encore plus approfondir le concept de chaque EP qui va par la suite devenir un album. En vrai, il y avait un peu une envie de voilà, je sais plus quoi dire. Vas-y, c'est juste en fait c'est chaque objet musical, donc le jour, la nuit et l'éclipse, on peut un peu mieux les approfondir par rapport aussi notre emploi du temps, parce que ces 2 dernières années, elles ont été vraiment rythmées par beaucoup de concerts. Donc en fait, de façon très concrète, on n'est plus trop dans le druidisme, hein, mais on n'avait plus beaucoup de temps de studio en fait. Et malgré tout, on avait quand même très envie d'enregistrer ces nouveaux morceaux parce que on les avait composés, on les avait déjà mis en place. Et en fait, la façon la plus logique avec ce qu'on voulait raconter dans les clips, donc cette espèce de dynamique entre le jour et la nuit, les zones, en fait, les zones grises de la lumière et les zones grises de l'ombre. En fait, ça nous semblait vraiment logique de l'avoir en 2 parties. Et ces 2 parties-là, en fait, c'était plus simple de les sortir en avance, parce que sinon, effectivement, avec les concerts, on n'aurait rien pu vous donner avant un moment, et ça aurait été dommage, je pense. Et en fait, on est très content aussi parce que ça permet en fait de dévoiler un album sur plusieurs temps, sur plusieurs temporalités, et aussi au moment de la sortie de l'album, d'avoir différentes visions où les morceaux vont aussi peut-être un peu évoluer. Et, c'est une aventure un peu cool d'avoir du recul sur ces morceaux, de pouvoir les faire changer sur différents niveaux, quoi. Et justement, voilà. T'évoques la scène. Comment est-ce que vous passez du studio à la scène, et surtout comment est-ce que, parce que on l'évoquait, vous avez une identité très reconnaissable, une direction artistique avec de l'illustration et beaucoup de couleurs. Comment est-ce que vous arrivez aussi à adapter la scène à votre direction artistique ? Là, en ce moment, on est en train de bosser sur la scéno de notre prochain tour. C'est pas évident, je trouve. On part avec une feuille et un stylo tous les deux. On commence à se dire tout ce dont on a envie et besoin pour que ce soit et pratique et joli. Ouais. Et après, souvent on doit déléguer. C'est la partie où parfois ça peut être inquiétant. Oui, très inquiétant. Mais après, jusqu'ici, on s'est quand même débrouillé sans scénographie, et je pense que on aime bien. Enfin, entre les morceaux, on n'a pas peur de raconter des histoires pour mettre de faire venir le public avec nous dans un univers, un instant un peu où on est dans un univers parallèle, quoi. Et donc on parle, on raconte notre aventure, et donc ça transporte au travers des morceaux petit à petit dans un truc où à la fin on a eu un conte qui va aussi être encore dans cette en avant les histoires, quoi, toujours et encore, hein, c'est vraiment. Mais du coup on réussit peut-être je crois qu'on réussit à créer un moment un peu suspendu dans le temps où on est dans un univers parallèle durant le concert, parce qu'on raconte des histoires, et nos morceaux les illustrent en musique, quoi. Et justement, avant de pouvoir vous découvrir sur scène, avec notamment cette nouvelle scénographie qui est en cours, si vous deviez conseiller un endroit ou un moment pour écouter Jour, ce serait lequel ? Je crois que j'ai une situation par track. Ouais. Ouais. Alors l'aube, on a essayé à l'aube, c'est très bien. Ouais, dans un champ ou un endroit avec une vision super dégagée sur le ciel, et profiter de vraiment être là pour le moment où le jour se lève. Je pense que ça peut être un moment magique, que ce soit après une teuf ou vraiment juste au réveil avec le thé du matin ou le café. Ça peut être top, je pense. Serpent mental, très vélo. Je l'ai validé sur mon vélo en mode vitesse
c'est coolos. Ouais. De manière générale, je crois que ça passe bien en bagnole. Hein. Oui. Je pense que ça doit être tous nos tracks passent sûrement bien en bagnole. Le paysage qui défile, de pouvoir avoir un truc qui défile, je pense que c'est sympa. Enfin... Mirage, je me vois bien sur un 3-mâts qui file à 16 nœuds, le couteau dans les dents, Coco sur les paumes. Ouais. Et puis le soleil, ouais, moi je me vois bien, ouais, effectivement sur une route américaine où ça crame. Ouais, le couteau entre les dents. Après de façon générale, je pense que même dans son salon, c'est super, hein, avec les amis qu'il faut et puis. On a pas mal de retours de gens qui l'écoutent en teuf pour de vrai. Ouais. Ça fait plaisir de ouf, hein, de savoir qu'il y a vraiment des gens qui font la teuf dessus. Il est 3h du mat et puis on met un Walter Astral, ça fait très plaisir. C'est assez chouette. Enfin, moi, je suis très très heureux de savoir qu'on danse sur notre équipe. Et qu'est-ce que vous diriez au Tristan, au Tino qui commence juste la musique, si vous pouviez leur parler? Let's go, mec. Fonce à fond, tu vas te régaler, ça va être énorme, mec. T'inquiète, te fais pas de soucis, ça va rider à fond, ça va être trop bien, tu vas t'amuser. Non, je sais pas. N'aie pas peur des pantalons en latex. C'est super. C'est un peu chaud, mais c'est super sympa. Ouais. Non, en vrai, tout va bien. Quoi. Pas de conseil de genre fais attention à ça. Non, pas tant, c'est ok. Ne fume jamais ta première cigarette. Non, bah ouais, hein, continue à bosser et puis reprends-toi des cours de chant et fume pas cette cigarette. Non, oui, c'est. On va prendre des cours de piano. Là, hein. Allez, bosse ton piano. Là, t'as fait qu'1 an de piano jazz, t'aurais dû faire beaucoup plus, mec. Tu déconnes. Attends, mais on est d'accord, on peut se donner des conseils pour même changer le monde ou pas? Ouais, vas-y. Investis dans les bitcoins, Tino. Mais entre 2012 et 2013. Et après, tu lâches tout. Voilà. Ah ouais, c'est des très bons conseils. Ah, moi, On aurait kiffé avoir le dernier, je pense. Comment? Je dis, on serait plusieurs à avoir kiffé. On aurait kiffé avoir le dernier conseil. Ah bah oui. Ouais. Si on l'avait vu venir, celui-là. Ouais. Les garçons, je vous propose qu'on se quitte en musique avec l'un des titres de votre EP Jour, qui est donc, je le rappelle, le premier extrait de l'album à venir en 2025. Et je vous laisse même choisir le titre et l'introduire. Bah ouais, l'aube, hein. Je pense qu'on Ça te dérange pas, l'aube? Non, pas du tout. Super. Je te laisse un peu l'introduire. Eh bien, l'aube, on en a pas mal parlé, mais effectivement, c'est un morceau qui représente vraiment bien tout ce qu'on veut faire dans cet album. Il y a plein d'ambiances différentes. On s'est amusé à passer par des phases très différentes pour vous présenter un peu tout ce qu'on a envie d'expérimenter dans cet album. Donc, c'est une super introduction pour la suite de l'aventure de Walter Astral qui arrive, quoi. Ouais. Accrochez vos ceintures. Et on écoute Lob. Merci beaucoup, Walter Astral, d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à aller écouter, streamer Jour qui est disponible. Il y aura bientôt Nuit et il y aura l'album en 2025. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, merci beaucoup. Ciao. Et avant même de se quitter, vous serez à Marseille bientôt, les garçons? Oui, oui, ça va être incroyable. Le 20 mars au Makeda à Marseille pour le festival Avec le temps. Trop content parce que le Makeda, c'est un endroit où j'ai joué quand j'étais plus jeune et j'ai adoré. Ça s'appelait le Poste à Galen avant. Ouais. Et énorme ambiance et on m'a dit que maintenant c'est encore mieux. Donc voilà, trop hâte de revenir à Marseille. Ah ouais, grand plaisir. Première fois qu'on joue à Marseille. Et ouais. Ça va être un moment incroyable. J'ai très hâte. Ouais, je te confirme, le Makeda c'est vraiment chouette. J'ai fait plusieurs concerts là-bas et vraiment trop cool. Ouais, on est trop contents, en vrai, ça va être trop bien. Alors n'hésitez pas, j'imagine que la billetterie est ouverte le 20 mars. Walter Astral sera au Makeda. Prenez vos places. Youpi! Allez, on écoute Lob, comme ça vous donnera envie d'aller les voir sur scène.
Yay.
Thank you.